Bonjour, ce diaporama est en lien avec la deuxième section des notes de cours sur le don de sang et la pratique transfusionnelle, c'est-à-dire les pages 13 à 16 de vos notes de cours disponibles maintenant sur Moodle, mais ça va aussi être utile pour compléter votre travail de tableau aide-mémoire des caractéristiques de produits sanguins labiles. Comme on a vu la semaine dernière, suite à un don de sang, il y a une multitude de produits et dérivés sanguins qui peuvent être faits. Donc, il y a la catégorie des produits sanguins labiles, qui sont des produits qui ont une durée de vie relativement courte et qui nécessitent des conditions de conservation bien précises, principalement au niveau de la température. Ensuite, il y a les dérivés sanguins stables. Donc, ces dérivés sanguins vont avoir une durée de vie beaucoup plus longue et vont tolérer des écarts de température beaucoup plus grands. Et ces dérivés sanguins stables sont toujours dérivés de la fraction plasmatique du sang, provenant soit d'un don de sang total ou d'une plasmaphérèse. Commençons par parler des dérivés sanguins stables qui sont issus de la fraction plasmatique du sang. Donc, c'est un fractionnement chimique qui doit se faire pour pouvoir extraire ces différents composés. Il y a quatre grandes catégories de dérivés sanguins stables. Premièrement, les immunoglobulines non spécifiques qu'on va utiliser pour traiter des patients ayant des immunodéficiences. Ensuite, les immunoglobulines spécifiques qu'on va utiliser pour augmenter le degré d'immunité d'un patient qui a été exposé à un micro-organisme précis. Par exemple, des anticorps antitétaniques si quelqu'un a été exposé à Clostridium tétani, ou bien on peut penser aussi aux anticorps anti-hépatite B chez un travailleur de la santé qui aurait eu une exposition accidentelle par une piqûre, par une aiguille souillée ou un autre type d'accident. Dans cette catégorie d'immunoglobulines spécifiques, il y a aussi un produit qui est très intéressant en banque de sang, qui est l'anti-D Winro. Donc, ce produit, on va en parler la semaine prochaine. Ça va être très important dans la prévention de la maladie hémolytique du nouveau-né. C'est un produit qu'on va administrer chez les femmes enceintes RH négatif pour empêcher leur alloimmunisation à l'antigène D pendant leur grossesse. Ensuite, il y a des facteurs de coagulation qu'on peut extraire du plasma. Ça va être utile pour traiter plusieurs conditions, incluant l'hémophilie A et B, et finalement de l'albumine humaine en différentes concentrations qui va être utile pour traiter certaines pathologies hépatiques, mais aussi pour traiter des gens qui ont perdu des volumes importants de sang parce que le fait d'injecter de l'albumine dans la voie sanguine d'un individu va augmenter la pression oncotique, ce qui va favoriser une rétention de liquide, de saline au niveau des vaisseaux sanguins et ça va permettre une meilleure pression sanguine. Donc, tous ces dérivés sanguins stables vont être distribués dans les hôpitaux par Héma-Québec. Et ça prend des très grands volumes de plasma pour pouvoir extraire des doses thérapeutiques significatives de chacun de ces fractions plasmatiques. Et le fractionnement, ça se fait dans des usines très éloignées d'ici en Europe. Ensuite, lorsque les fractions ont été faites, c'est réacheminé au Québec et Héma-Québec va s'assurer de distribuer les produits dans les hôpitaux. Et c'est vraiment les laboratoires de banque de sang qui vont avoir la responsabilité d'assurer l'inventaire du centre hospitalier et aussi de distribuer ces différents dérivés sanguins dans le centre hospitalier à la demande du médecin. Par contre, il n'y aura pas de test pré-transfusionnel à faire, pas de test de compatibilité, même pas de test de groupage sanguin comme tel là, pour la majorité de ces produits sanguins stables. Donc, la banque de sang va vraiment servir à gérer l'inventaire et à distribuer les produits, mais on n'aura pas comme tel d'analyse à faire dans le cadre d'assurer la sécurité de ces produits et dérivés sanguins.
Comme je disais il y a quelques minutes, ça prend des très grands volumes de plasma pour être capable d'extraire des dérivés sanguins stables. Et depuis le début de l'existence d'Héma-Québec, on se trouvait, les Québécois, à pooler nos dons de plasma avec ceux du reste du Canada et même des États-Unis, donc l'ensemble de l'Amérique du Nord. Et le pool de tous ces plasmas devait être envoyé en Europe pour être fractionnés et ensuite les dérivés stables étaient retournés à chacun des endroits. Donc, depuis quelques années, il y a un projet très important au Québec qui s'appelle le projet PlasmaVie. Et dans le cadre de ce projet, Héma-Québec cherche à rendre autonome le Québec en termes de dons de plasma. Donc, on voudrait être autosuffisant, c'est-à-dire qu'on voudrait être en mesure de recueillir suffisamment de dons de plasma au Québec pour répondre à la demande de notre population québécoise en produits dérivés sanguins stables. Alors, c'est un gros projet et pour être capable de répondre à cette demande, on a construit des nouveaux centres globules qui portent maintenant le sigle Plasmavie. Et dans ces nouveaux centres, il est possible de faire des dons par plasmaphérèse sur rendez-vous. Donc, de plus en plus, il y a de la publicité qui se fait et ça devient de plus en plus connu. Et la raison qu'on veut être autosuffisant au Québec pour le plasma, c'est que, étant donné qu'on doit pooler plusieurs de nos dons avec ceux des États-Unis pour arriver à avoir une quantité suffisante de produits fractionnés, ça diminue la qualité de nos produits sanguins parce que les critères de sélection ailleurs au Canada et même surtout aux États-Unis ne sont pas les mêmes pour les donneurs qu'au Québec. Au Québec, ça se fait de façon très, très, très rigoureuse. Je vous mentionnais la semaine passée que le système sanguin québécois est vraiment un des plus sûrs au monde. On a une façon de faire qui est très, très différente des États-Unis, où il existe même une rémunération en argent pour donner du sang. Donc, on veut vraiment se distancier des États-Unis à ce niveau et on veut devenir autosuffisant. Et je vous invite à écouter la vidéo en cliquant sur le lien au bas de cette diapositive pour voir un peu comment s'organise le projet PlasmaVie et voir aussi comment l'extraction des dérivés sanguins stables se fait du plasma. Regardons maintenant les produits sanguins labiles, ce qui va nous prendre beaucoup plus de temps parce que le plus gros de notre travail de technologiste en banque de sang s'inscrit dans la préparation et la distribution de produits sanguins labiles. La semaine passée, on a vu que lorsque on effectue un don de sang, il y a une solution anticoagulante présente dans la poche initiale du don. C'est sûr qu'il faut absolument éviter que le sang coagule dans la tubulure et dans la poche de prélèvement. Donc, il y a différents anticoagulants qui peuvent être utilisés. Je vous les présente ici. Il y a premièrement le citrate de Na, c'est-à-dire le citrate de sodium. Ensuite, le CPD, qui est le citrate phosphate dextrose. Le CP2D, citrate phosphate dextrose double dose. Donc, il y a 2 fois plus de dextrose dans cette solution que dans le CPD ordinaire. Et finalement, l'ACDA, qui est un anticoagulant composé de citrate dextrose et on l'appelle la solution A. Alors, ce sont les 4 types d'anticoagulants utilisés chez Héma-Québec et vous allez voir que le facteur commun dans chacun de ceux-ci, c'est vraiment la présence de citrate. Fait que c'est le citrate qui va assurer l'inhibition de la coagulation sanguine. Et ensuite, les autres ingrédients vont avoir aussi un rôle qu'on va voir à la prochaine diapositive et on va choisir le bon anticoagulant selon le type de produit qu'on prélève. Donc, si on veut, par exemple, former un culot globulaire, ben, le CP2D va être un bon choix parce que la présence de dextrose va augmenter la durée de vie des globules rouges, tandis que l'ACDA, c'est un bon choix pour les plaquettes et le citrate de sodium tout court, ça peut être un bon choix pour le plasma. Donc, selon le type de don qu'on fait, si c'est un don de sang total ou un don en aphérèse de plaquettes ou de plasma, il va avoir une solution anticoagulante différente dans la poche de prélèvement.
Si on analyse maintenant le rôle de chacun des ingrédients contenus dans les solutions anticoagulantes, il y a d'abord le citrate de sodium. Comme on a dit tantôt, c'est cet ingrédient qui va avoir l'effet anticoagulant et son action va être de chélater les ions de calcium, donc empêcher la cascade de coagulation sanguine. Si vous n'avez pas encore fait votre cours d'hémostase, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Il va malheureusement falloir l'apprendre par cœur, mais pour ceux qui ont fait leur cours d'hémostase, ça devrait vous parler un petit peu. Ensuite, le tampon phosphate qui va freiner l'acidification du produit sanguin par accumulation de CO2. Alors, surtout pour les produits cellulaires, globules rouges et plaquettes qui vont avoir un certain métabolisme cellulaire pendant les journées d'entreposage, il va y avoir une accumulation de CO2 et ça va venir diminuer la qualité du produit sanguin. Le tampon phosphate va aussi aider à maintenir un taux suffisant de 2,3 DPG dans les globules rouges. Donc, je vous rappelle votre cours d'hématologie. Le 2,3 DPG, c'est cette fameuse molécule contenue au centre de l'hémoglobine et qui va avoir un rôle clé dans le relâchement des molécules d'oxygène au niveau des tissus. Alors, il est très important que les globules rouges conservés dans une poche de don de sang maintiennent un taux suffisant de 2,3 DPG pour procurer les bienfaits nécessaires chez le receveur de la transfusion sanguine. Et finalement, le dextrose, qui est un sucre et qui va être un substrat pour les cellules, pour la synthèse d'ATP, pour assurer quand même une certaine activité métabolique pendant l'entreposage du produit sanguin. Et finalement, on avait vu aussi la semaine dernière que certains produits sanguins vont contenir d'autres additifs. C'est le cas des culoglobulaires, donc les globules rouges. On va toujours ajouter une solution nutritive à l'intérieur de ces produits sanguins, soit l'AS3, qu'on appelle aussi le Nutricel, ou le SAGM. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces solutions nutritives? Il y a tout d'abord du glucose, qui est un substrat supplémentaire pour la synthèse d'ATP, qui va accompagner le dextrose déjà présent dans la solution anticoagulante, donc qui va permettre une meilleure activité métabolique, donc une meilleure survie des globules rouges à long terme. Ensuite, il y a l'adénine. Donc, l'adénine va aussi être utile pour la synthèse de l'ATP des cellules, mais ça va aussi aider à maintenir un bon fonctionnement au niveau des pompes à sodium et au niveau des lipides membranaires des cellules. Et finalement, le chlorure de sodium qui va assurer une bonne pression osmotique à l'intérieur de la poche de sang de manière à éviter le crénelage ou l'hémolyse des globules rouges. Donc, les solutions nutritives ne sont pas absolument nécessaires, mais vont prolonger la durée de vie du culoglobulaire. Alors, si on compare la durée de vie d'un culoglobulaire ou les délais de conservation, je devrais dire, d'un culoglobulaire prélevé juste en CP2D, ça serait de 35 jours et en ajoutant la solution nutritive, on allonge de 7 jours supplémentaires, donc une semaine complète, et on se retrouve avec un délai de péremption de 42 jours, ce qui est un avantage, évidemment, là, en sciences transfusionnelles ou en médecine transfusionnelle, parce que ça nous permet de les conserver plus longtemps. Et finalement, il est important de savoir aussi que certains patients peuvent présenter des intolérances face à ces solutions nutritives. Je pense entre autres aux nouveau-nés ou aux patients qui ont des problèmes hépatiques parce que c'est les enzymes hépatiques qui vont métaboliser ces solutions nutritives. Alors, il peut arriver qu'on ait besoin de laver un culoglobulaire, c'est-à-dire de faire des rinçages à la saline stérile avant la transfusion sanguine de manière à éliminer toute trace de ces solutions de conservation. Il y a un autre produit contenu dans les produits sanguins labiles qui peut entraîner de l'intolérance chez les receveurs de sang. Ça se trouve à être le DEHP, qui est une molécule présente dans le plastique utilisé pour produire les poches de dons de sang. Donc, je vous rappelle que le plastique utilisé, c'est le chlorure de polyvinyle. Et ce plastique a des propriétés très spéciales au niveau
du fait qu'il permet les échanges gazeux entre le milieu avec le milieu extracellulaire, ce qui va favoriser une bonne conservation des produits sanguins. Il a aussi des propriétés intéressantes parce qu'il est malléable, donc il va permettre une meilleure manipulation des produits sanguins. Il est translucide, ce qui va nous permettre de bien inspecter les produits sanguins avant de les transfuser. Et il est aussi stable aux différents écarts de température auxquels les différents produits sanguins labiles doivent être conservés, ce qui peut aller de moins 80 degrés Celsius jusqu'à 37 degrés Celsius. Donc, on va les voir dans les minutes à venir, là, que chaque type de produit sanguin labile va avoir des conditions de conservation très précises. Alors, chez les personnes qui sont intolérantes au DEHP, donc qui ont déjà eu une réaction dans le passé, on va faire attention de transfuser un produit sanguin qui va être le plus frais possible et généralement, on va viser moins de 7 jours depuis le don de sang. De cette façon-là, il va y avoir une moins grande accumulation de DEHP dans le produit sanguin et ça va minimiser les réactions chez le patient. Regardons maintenant les différentes caractéristiques importantes de chaque type de produit sanguin labile, en commençant par les culoglobulaires. Donc, c'est à ce moment-ci qu'il va être intéressant pour vous de sortir votre tableau aide-mémoire des caractéristiques des produits sanguins labiles. Vous devez compléter les trous dans ce tableau à l'aide de la liste de mots manquants, à l'aide de la notice d'accompagnement d'EMA Québec et à l'aide des informations que je vous donne dans le présent diaporama. Alors, les culoglobulaires, si vous voyez dans votre tableau, il y en a 3 types. Donc, il y a le culoglobulaire standard, soit AS3 ou SAGM selon le type de solution nutritive qu'on a inclus à l'intérieur. Il y a aussi les culoglobulaires déglycérolés et les culoglobulaires lavés. Alors, on va voir la différence entre les 3. Premièrement, le culoglobulaire, c'est vraiment le produit sanguin qu'on va transfuser en plus grande quantité dans un centre hospitalier. C'est le produit sanguin qu'on va manipuler le plus souvent en tant que technologiste en banque de sang. C'est un produit qui est gardé au frigo, donc autour de 4 degrés Celsius, pardon. Et ça a une durée de vie de 42 jours lorsqu'il y a une solution nutritive AS3 ou SAGM à l'intérieur. Donc, l'utilité de ce produit sanguin, ça va être pour traiter l'anémie, c'est-à-dire tout patient qui a un déficit symptomatique en transport d'oxygène au niveau de ses tissus. Et suite à la transfusion d'un culoglobulaire, on va toujours faire un test d'hémoglobine, pas un dépistage, mais un dosage d'hémoglobine par la suite. Et pour savoir si ça a bien fonctionné, on va chercher une augmentation de 10 grammes par litre d'hémoglobine chez un patient. Et plus le taux d'hémoglobine du patient est bas, plus on peut avoir à transfuser un nombre de culoglobulaires élevé. Ensuite, au niveau des tests nécessaires au laboratoire, c'est le produit qui va nécessiter la plus grande quantité de tests pré-transfusionnels. On les a vus la semaine dernière. Donc, il va falloir faire un groupage ABO-RH parce que ça va être très important au niveau des globules rouges de transfuser des produits ABO et RH compatibles. Je vous rappelle qu'il y a juste les globules rouges qui ont l'antigène RH, donc il va falloir tenir compte du groupe RH pour ce produit. On va devoir aussi faire une recherche d'anticorps irréguliers chez le patient, chez le receveur, et on va devoir faire un test de compatibilité croisée, soit rapide ou soit complète selon l'historique médical du patient et aussi selon le résultat du test de recherche d'anticorps irréguliers. Ensuite, les globules rouges déglycérolés, qu'est-ce que c'est? Ça se trouve être des globules rouges qui ont été congelés. Et pour congeler les globules rouges, il faut inclure une solution de glycérol dans la poche comme cryopréservateur pour pas que les cristaux de glace abîment la membrane des globules rouges et pour ne pas faire hémolyser les globules rouges. Donc, le glycérol qui va être contenu dans ces produits va être absolument nécessaire pour l'étape de la congélation, mais on ne veut pas transfuser ce glycérol chez le receveur de sang. Alors, les globules rouges vont devoir être déglycérolés une fois dégelés et c'est EMA Québec qui va s'en charger et ça va se faire par des lavages à la saline stérile de manière à venir vraiment tout rincer et éliminer les traces de glycérol.
L'utilité de ce produit sanguin, ben, ça va être pour les personnes qui ont des groupes sanguins très rares, pour les personnes qui ont un halo anticorps dirigé contre un antigène de fréquence élevée, donc pour qui c'est difficile de trouver des poches de sang compatibles, et aussi chez quelqu'un qui pourrait avoir un mélange de plusieurs halos anticorps puis qu'on ne trouve pas un culot de phénotype compatible. Donc, c'est des produits qui ont des phénotypes ou des groupes sanguins rares qu'on va se garder en réserve, congelés pour des situations exceptionnelles. Et lorsque le produit est congelé, ça va se faire à moins 80 degrés Celsius et ça va être bon pour 10 ans. Ensuite, finalement, les globules rouges lavés. Fait que les globules rouges lavés, c'est des globules rouges qui n'ont pas nécessairement été congelés, mais qui vont être destinés à des patients qui présentent des intolérances ou des réactions allergiques aux produits de conservation qu'on peut retrouver à l'intérieur d'un culot globulaire. Et ça va aussi être utile pour les personnes qui sont déficients en IgA ou qui ont des anticorps anti-IgA. Donc, ce n'est pas une condition qui est fréquente, mais ça entraîne des réactions graves au niveau transfusionnel de type choc anaphylactique, comme il reste toujours des traces de plasma dans un culot globulaire, il y a nécessairement les IgA du donneur de sang dans le culot globulaire et les personnes déficientes en IgA peuvent développer des anti-IgA qui provoquent vraiment là, des réactions transfusionnelles très, très graves, même fatales. Alors, ces produits sanguins, les deux derniers, les globules rouges déglycérolés et les globules rouges lavés, comme ils ne sont pas gardés en circuit fermé, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir le circuit pour faire les lavages, eh bien, ces produits ne se conserveront pas longtemps une fois lavés ou une fois déglycérolés. Donc, ça va être soit 24 heures ou 7 jours selon le type de lavage qui va avoir été fait. Alors, c'est des produits qu'on va laver ou déglycéroler seulement à la demande lorsque c'est nécessaire pour un patient bien spécifique. Lorsqu'on veut effectuer une transfusion pédiatrique de culot globulaire, c'est sûr qu'on ne transfusera pas le même volume que chez un adulte. Alors, il existe des petites poches de raccordement qu'on peut raccorder à un culot globulaire de façon stérile, de manière à distribuer un culot globulaire standard dans 4 poches pédiatriques. On appelle ça souvent des pédipacks dans le milieu du travail. Donc, le premier avantage de ça, c'est d'avoir un volume plus adapté aux petits patients qu'on transfuse. Et l'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir effectuer plusieurs transfusions chez cet enfant ou ce bébé à partir d'un seul don. Donc, on va exposer l'enfant à un seul donneur, ce qui va diminuer ses risques de réaction transfusionnelle. Et lorsque on effectue ce type de transfusion, il va souvent être nécessaire d'effectuer des lavages à la saline stérile pour éliminer les traces de solutions de conservation qui peuvent être difficiles à métaboliser chez les nouveau-nés, chez les prématurés ou chez les enfants ayant une insuffisance hépatique. Donc, le lavage des globules rouges comme ça se fait généralement juste chez Emma Québec, mais les centres pédiatriques comme Sainte-Justine ou le Montreal Children's Hospital sont équipés d'appareils qui peuvent faire des lavages avant les transfusions, étant donné que c'est quelque chose qui est relativement fréquent dans ces milieux hospitaliers pédiatriques. Maintenant, les produits plaquettaires. Alors, il y a deux types de produits plaquettaires produits chez Emma Québec. Il y a les poules de plaquettes et les thrombocytaphérèses, c'est-à-dire les plaquettes prélevées par aphérèse. Alors, si on commence par les poules de plaquettes, les poules de plaquettes sont en fait des plaquettes dérivées de dons de sang total de 5 donneurs différents poulés ensemble pour avoir une dose thérapeutique suffisante. Et ce type de don peut se faire aux 56 jours, comme n'importe quel comme n'importe quel don de sang total, pardon. Alors, à quoi servent ces plaquettes? Ça va être pour traiter des thrombocytopénies,
donc une déficience en plaquettes, mais aussi pour traiter des déficiences en qualité de plaquettes ou pour toutes sortes de manifestations hémorragiques. Et on va toujours inclure des plaquettes dans un protocole de transfusion massive pour s'assurer que le patient ne se retrouve pas en thrombocytopénie et qu'il ne puisse pas, que son système ne puisse pas stopper le saignement. Les plaquettes ont une conservation qui va être très différente des globules rouges. Donc, ils vont être conservés à la température de la pièce, entre 20 et 24 degrés Celsius, en agitation constante. Alors, sur un agitateur qui est en étage, généralement, qui va faire un mouvement circulaire et un mouvement de va-et-vient, parce que si les plaquettes ne sont pas en mouvement constant, ils vont s'agréger ensemble et former des agrégats, ce qui n'est pas très pratique par la suite pour la transfusion. Lorsqu'on effectue une distribution de plaquettes pour une transfusion, on va se fier vraiment au groupe ABO. Donc, il n'est pas nécessaire de tenir compte comme tel du groupe RH dans la majorité des cas. Par contre, il faut savoir que les plaquettes contiennent quand même certains débris de globules rouges. Alors, si on transfuse une grande quantité de plaquettes RH positifs à un receveur RH négatif et que le receveur se trouve à être une fillette ou une femme en âge de procréer, on va préférer administrer une dose d'anti-D Winro chez la patiente par la suite pour éviter son allo-immunisation à l'antigène D, possiblement par la présence de débris membranaires de globules rouges dans les plaquettes. Comme les plaquettes sont conservées à la température pièce, ça va être important que sur chaque pool, il y ait une hémoculture qui soit faite chez Héma-Québec. Anciennement, les plaquettes étaient poolées directement en centre hospitalier, mais il y a eu un trop grand nombre de cas de transmission de bactéries par le fait d'ouvrir le circuit et de pouler les plaquettes ensemble. Alors, on préfère maintenant le faire chez Héma-Québec et Héma-Québec nous envoie les poules, mais il est vraiment important qu'une hémoculture soit faite sur chaque poule de plaquettes pour éviter la contamination bactérienne. Étant donné que c'est un produit gardé à température pièce et non au frigo, la prolifération bactérienne, elle est plus probable. Ensuite, pour ce qui est des plaquettes prélevées par aphérèse, donc les thrombocytaphérèses, eh bien là, il y a juste un seul donneur. Alors ça, c'est un avantage d'un point de vue transfusionnel, étant donné qu'on expose le receveur à un seul donneur pour une dose thérapeutique semblable à 5 donneurs différents pour un pool de plaquettes. Et l'autre avantage des aphérèses, c'est que les dons vont se faire plus souvent, étant donné qu'on ne retire pas tous les constituants sanguins. Et comme c'est vraiment les globules rouges qui sont les plus longs à régénérer, on va pouvoir y aller plus souvent quand on donne juste des plaquettes. Alors, on va pouvoir donner les plaquettes aux 14 jours comparé à 56 jours pour les plaquettes dérivées de sang total. Ensuite, au niveau des plaquettes aphérèses, il y en a certains qui vont être identifiés TEND. Fait que les plaquettes identifiées TEND, ça veut dire qu'il y a une faible quantité de plasma dans la poche et qu'en plus, le donneur ne présentait pas un titre élevé d'anticorps anti-A et anti-B naturels ABO. Et ça veut dire qu'on va pouvoir déroger de la compatibilité ABO standard lorsque on veut donner ces plaquettes et qu'il serait même possible de donner des plaquettes de groupe O à des patients A, B ou AB, étant donné que le titre des anticorps ABO, il est très faible à l'intérieur de ces plaquettes. Donc, TEND signifie titre élevé non détecté chez le donneur, ce qui rend la transfusion de plaquettes ABO incompatible plus sécuritaire. Par contre, chez les enfants en bas âge, on va toujours préférer une transfusion ABO isogroupe au niveau des plaquettes. On ne prendra pas de chance à ce niveau-là.
Les granulocytes maintenant. Donc, les granulocytes, je vous avais expliqué, je crois, la semaine dernière, qu'il ne s'agit pas d'un produit standard chez Héma-Québec. Héma-Québec va prélever ce genre de produit uniquement sur demande médicale et ça nécessite une préparation du donneur. Il va falloir traiter le donneur avec des corticostéroïdes préalablement pour stimuler une plus grande production leucocytaire. Ensuite, on va prélever les granulocytes par aphérèse. Par contre, l'aphérèse ne sera pas parfaitement efficace, c'est-à-dire qu'il va quand même y avoir une certaine quantité de globules rouges qui vont passer dans le prélèvement des granulocytes, étant donné qu'il y a certains globules blancs, comme les petits lymphocytes, qui sont quand même compris là, dans le grand pool, même si on dit que c'est un concentré de granulocytes, il y a des lymphos qui passent. Et si vous vous rappelez votre cours d'hémato, les petits lymphos peuvent avoir une taille très semblable aussi aux globules rouges. Donc, il est difficile de séparer ces deux constituants complètement. Et si vous regardez l'image, vous allez voir que la couche granulocytaire, c'est vraiment la couche du milieu dans la poche que vous voyez ici, qui est beige grisâtre un petit peu. Ensuite, dans le haut, on a une couche résiduelle de plasma et dans le bas du culot, on a une petite couche de globules rouges et généralement, dans un prélèvement de granulocytes, on va avoir entre 20 et 24 ml de globules rouges qui vont passer. Le prélèvement de granulocytes, ça va être bon 24 heures et ça va être gardé à la température pièce. Alors vraiment, là, ça se fait à la demande médicale et tout de suite, on achemine ça au centre hospitalier et on effectue tout de suite la transfusion chez le receveur. C'est pour traiter des neutropénies graves, donc surtout les patients qui ont des infections chroniques, des infections bactériennes qui résistent au traitement des antibiotiques et qui se retrouvent en neutropénie grave, donc avec un système immunitaire affaibli. On va pouvoir leur transfuser des kilos de granulocytes comme ça pour donner un petit boost à leur système et les aider à combattre l'infection. Pour la compatibilité de ce produit, il va falloir que ce soit ABO et RH compatible, étant donné qu'il y a quand même 20 à 24 ml de globules rouges. Et la présence de globules rouges va nécessiter aussi le fait de faire un test de compatibilité sur les granulocytes avant de les transfuser chez le patient. Ensuite, pour les granulocytes, il va toujours avoir une irradiation qui va se faire chez Héma-Québec. Donc, on va soumettre le produit à des rayons ionisants de manière à inactiver le potentiel de prolifération des lymphocytes parce que les lymphocytes vont avoir tendance, lorsqu'ils sont transfusés dans le système d'un receveur inconnu, à s'activer au niveau des protéines qui leur sont étrangères. Donc, ils vont faire leur rôle d'immunité et ça peut créer une réaction grave qui s'appelle le greffon contre l'hôte. Alors, ça peut faire en sorte que les lymphocytes du donneur s'attaquent au système du receveur et c'est quelque chose qui peut être fatal chez le patient. Donc, on va toujours irradier ce produit pour éviter le potentiel de prolifération des lymphocytes et éviter la réaction du greffon contre l'hôte. Et l'autre particularité, c'est que tous les autres produits ou presque d'Héma-Québec vont être transfusés avec un petit filtre au moment de la transfusion pour éviter la transfusion d'agrégats. Mais pour les granulocytes, ça va être important de ne pas mettre un filtre, étant donné que les granulocytes, c'est des grosses cellules qui sont captées par ce genre de filtre. On va effectuer une transfusion sans filtre pour ce produit. Le plasma congelé, donc tout plasma dérivé d'un don de sang total ou prélevé par aphérèse, ce qu'on appelle une plasmaphérèse, va être congelé dans les 24 heures suivant le don de sang. Et ce produit va être utile pour les transfusions massives, donc pour rétablir un volume sanguin. Il est important de savoir que lors d'une hémorragie massive, le plus grand risque pour le patient, c'est vraiment la perte de volume sanguin parce que ça va avoir un impact sur son système cardiovasculaire et aussi sur son système rénal. Donc,
c'est vraiment ça qui est fatal pour le patient après mis à bord. Alors, quand un patient vit une hémorragie massive, c'est important de ne pas juste lui transfuser des globules rouges et de remplacer aussi son volume sanguin grâce à des produits plasmatiques. Donc, ça va être utile pour les transfusions massives, mais ça va être utile aussi pour corriger le déficit en certains facteurs de coagulation et aussi pour assurer un apport en protéines plasmatiques. Donc, le plasma, c'est conservé autour de -20, on dit -18 là, degrés Celsius, mais -20 aussi, c'est correct parce qu'on permet un écart habituellement de 2 degrés. Au niveau de la conservation des produits sanguins. Ensuite, pour la transfusion, les tests qui sont à faire, c'est juste le groupage ABO. Donc, on doit s'assurer que le plasma, il est ABO compatible, mais le groupe RH n'est pas important, étant donné que les donneurs de plasma qui ont des anticorps irréguliers ne seront pas retenus. Alors, il n'y a pas de chance qu'il y ait des anticorps anti-RH dans les poches de plasma d'Héma Québec. Et vous voyez d'ailleurs sur ce plasma, on ne nomme même pas le groupe RH, là, on parle juste du groupe ABO. Donc, il n'y a pas non plus de test de compatibilité à faire comme tel. Ensuite, pour un plasma congelé dérivé du sang total, on va aller chercher un volume d'environ 140 à 200 ml et ce type de don peut se faire, comme tous les dons de sang total, aux 56 jours, tandis que pour une plasmaphéreuse, on va aller chercher un volume beaucoup plus élevé de 500 ml et ce type de don peut se faire aux 6 jours. Donc, avantage d'avoir un plus grand volume. Donc, on va exposer le receveur à un moins grand nombre de donneurs. Donc, on va diminuer les risques de réaction transfusionnelle. Et aussi, bien, on peut faire des dons plus souvent. Ensuite, il est important de savoir que la transfusion de plasma peut être utile pour corriger certains déficits en facteurs de coagulation, mais il ne doit pas être utilisé lorsqu'il existe un produit sanguin stable, comme on a vu tantôt, spécifique. Alors, si je pense par exemple à un patient hémophile qui aurait une déficience en facteur 8 ou en facteur 9, parce qu'il y a deux types d'hémophilie, ceux qui font leur cours d'hémostase, ça va vous parler un petit peu. Il existe des produits stables de concentrés de facteurs 8 et 9, donc on va préférer traiter ces patients avec les produits stables parce que les produits stables, il n'y a aucune chance de réaction transfusionnelle. Donc, c'est plus sécuritaire et c'est aussi plus spécifique comme traitement. Mais il y a certains facteurs de coagulation pour lesquels on n'a pas réussi encore à produire des dérivés stables et dans ce cas, on peut utiliser des transfusions de plasma congelé. C'est sûr que le plasma va devoir être dégelé avant d'être administré au patient. Et ça va se faire dans un bain-marie. Fait que vous allez apprendre ça en stage. Ça va être important de déposer la poche de plasma dans une enveloppe protectrice. On va ensuite la mettre au bain-marie pendant une vingtaine de minutes. Ça dépend. C'est sûr qu'un plasmaphéreuse prend plus de temps à dégeler qu'un plasma congelé. Et on va ensuite pouvoir le distribuer aux patients. Et une fois le plasma dégelé, disons qu'après avoir dégelé le plasma, le médecin nous avise que finalement, il annule la transfusion, ça ne sera plus nécessaire. Bien, on peut remettre le plasma au frigo pour une période de 5 jours. Et ensuite, il faut le détruire. On ne peut pas recongeler un plasma une fois qu'il a été dégelé. Deux produits sanguins, maintenant que vous connaissez probablement moins ou peut-être même pas du tout, le cryoprécipité et le surnageant de cryoprécipité. Alors, le cryoprécipité, c'est quoi? Ça se trouve à être un précipité, ça ressemble à des flocons insolubles qu'on peut voir à l'intérieur d'un plasma qui a été congelé et ensuite dégelé à froid, donc à 4 degrés Celsius. Alors, on prend un plasma congelé dans les premiers 24 heures suite à un don et on met ce plasma congelé au frigo et on le laisse dégeler tout doucement et à ce moment-là, il y a des petits flocons. Alors, on peut centrifuger le plasma et concentrer le cryoprécipité dans une poche à part. Alors, vous le voyez ici à l'écran. Vous voyez que le volume, il n'est pas grand. On va récupérer à peu près 5 à 15 ml dans une poche de cryoprécipité. Et ce cryoprécipité va devoir être recongelé à -18 pour le conserver pendant une période
allant jusqu'à 1 an. Et dans le cryoprécipité, on va retrouver un concentré de facteur 13 et de fibrinogène. Donc, encore là, ceux qui ont fait leur cours d'hémostase ou qui sont en train de le faire, ça va vous parler. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça viendra. Ce sont deux facteurs de coagulation importants au niveau de la formation d'un caillot sanguin. Ce produit, comme il est plasmatique, il n'est pas nécessaire de tenir compte du groupe RH, fait qu'on va juste assurer une compatibilité ABO. Et même que ce n'est pas toujours nécessaire d'assurer une compatibilité ABO. Si on pense à une transfusion d'urgence, on peut des fois transfuser un cryoprécipité de groupe ABO non isogroupe ou incompatible. Mais à ce moment-là, il faut s'attendre à ce qu'il puisse avoir un petit direct positif chez le receveur par la suite, ce qui ne sera pas dramatique parce que vous voyez que le volume de cryoprécipité est tellement faible qu'il n'y aura pas assez d'anticorps ABO dans ce produit pour causer une réaction transfusionnelle grave chez le receveur. Lorsqu'on veut distribuer le produit, il va falloir premièrement le dégeler. Et ensuite, il va falloir faire un poolage. Donc, on va pooler plusieurs poches de cryoprécipité, 5, 6, 7 des fois, pour avoir une dose thérapeutique suffisante. Et le poolage, ça se fait vraiment dans les laboratoires des centres hospitaliers. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on doit injecter une solution de NaCl 0,9%, donc de saline physiologique stérile, à l'intérieur de chaque poche. On va injecter 10 à 15 ml dans chacune des poches et ensuite on va raccorder les tubulures à une poche de poolage de manière à ce que les cryoprécipités de chaque poche se retrouvent dans une seule poche pour effectuer la transfusion. Une fois le poolage fait, selon si ça a été fait en circuit fermé ou en circuit ouvert, il y a différentes façons de faire des poolages. Le produit va devoir être transfusé soit dans les 24 heures ou les 4 heures qui suivent et ne pourra pas être recongelé par la suite. Alors, c'est sûr que lorsqu'on procède à un poolage de cryoprécipité, on veut s'assurer que le patient en a bel et bien besoin. Pour ce qui est du surnageant de cryoprécipité, eh bien ça, c'est le surnageant plasmatique qu'il reste quand on forme le cryoprécipité par les étapes là, de décongélation du plasma congelé. Et dans le surnageant, on retrouve une panoplie de protéines plasmatiques et ça va être utile pour traiter deux maladies très, très, très spécifiques. Alors, le surnageant de cryoprécipité, c'est quelque chose qu'on ne transfuse vraiment pas souvent. Ça va être utile dans deux cas, c'est-à-dire le PTT, le purpura thrombotique thrombocytopénique, et le SHU, le syndrome hémolytique urémique. Donc, deux maladies de l'hémostase qui vont être traitées par ce surnageant de cryoprécipité. Et pourquoi on pense que le surnageant est meilleur que le plasma ou le cryoprécipité comme tel? C'est qu'il y a du facteur von Willebrand à l'intérieur du plasma qui va être utile pour traiter les patients qui souffrent de PTT et de SHU. Et on a remarqué que le von Willebrand de haut poids moléculaire va vraiment précipiter dans le cryoprécipité, alors que le von Willebrand de faible poids moléculaire va demeurer dans le surnageant. Ce qui fait que on croit là, le von Willebrand de faible poids moléculaire semble être plus utile pour améliorer les symptômes chez les patients atteints de PTT et de SHU. Finalement, à la fin de votre tableau aide-mémoire, vous allez trouver les produits irradiés et les produits autologues. Alors, les produits irradiés, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais c'est pour prévenir la fameuse réaction du greffon contre l'hôte. Alors, l'irradiation peut se faire pas juste chez les granulocytes, comme je vous parlais tantôt, mais ça peut se faire en fait sur tous les produits qui peuvent contenir des cellules. Alors, les globules rouges, les plaquettes et les granulocytes, parce qu'à l'intérieur de ces produits, on peut retrouver des petits lymphocytes qui passeraient
le filtre là, ou le processus, dans le fond, de séparation des constituants sanguins et faire en sorte qu'il y aurait une réaction des lymphocytes du donneur contre le système du receveur suite à la transfusion. Et ça, c'est risqué chez les personnes qui ont un système immunitaire affaibli. Et ça va être risqué aussi dans les cas de greffe de moelle osseuse parce que ces personnes vont avoir eu une irradiation complète de leur système immunitaire pour recevoir et tolérer la greffe de moelle osseuse. Alors, l'irradiation se fait surtout chez Héma-Québec. Par contre, les hôpitaux pédiatriques sont équipés d'appareils pour irradier surtout les culoglobulaires parce que ça va être important de le faire chez les nouveau-nés et les prématurés qui n'ont pas encore un système immunitaire mature. Et une fois l'irradiation effectuée, bien, c'est sûr que ça va diminuer la durée de conservation possible du produit sanguin. Si on parle d'un culoglobulaire frais, donc qui aurait normalement une date de péremption 42 jours plus tard, une fois qu'on a irradié le culot, ça tombe à 28 jours. Fait que ça vous donne une idée. Ensuite, pour ce qui est des produits sanguins autologues, ça, j'en ai parlé la semaine dernière dans les types de dons de sang qu'on peut faire au niveau des dons particuliers. Donc, je vous rappelle qu'un don de produits sanguins autologues, ça se fait en prévision d'une chirurgie élective nécessitant un grand volume de transfusion sanguine, donc surtout des chirurgies orthopédiques ou à cœur ouvert. Et puis, ça peut aussi être possible chez une personne qui a un groupe sanguin ou un phénotype très rare. Et l'avantage de faire ça, c'est que on va mettre à l'abri le receveur de contamination bactérienne, de maladies infectieuses et aussi d'effets de type immunologique suite à une réaction transfusionnelle. Ce qui est important de se rappeler, par contre, c'est qu'un produit autologue, s'il n'est pas utilisé par le patient donneur-receveur lui-même, il ne pourra pas être mis dans l'inventaire et transfusé à un autre type de patient parce que ce culoglobulaire ou ce produit sanguin ne sera pas traité de la même façon au niveau des tests de qualification de produits sanguins chez Héma-Québec et il ne sera pas non plus soumis à la déleucocytation qui se fait par filtration des produits sanguins lors de la préparation ou de la transformation des dons de sang chez Héma-Québec. Et ça minimise aussi des réactions transfusionnelles dues au système HLA. Mais comme le produit est destiné au même donneur, c'est-à-dire que le donneur est aussi le receveur, on n'a pas besoin de passer par ces étapes-là. Donc, c'est important de savoir qu'on ne pourra pas remettre ce produit en circulation advenant le fait qu'il ne serait pas utilisé par le patient. Avant de terminer l'étude de ce chapitre de notes de cours, parlons brièvement des réactions transfusionnelles. Donc, réaction ou accident transfusionnel, c'est quoi? Ça se trouve à être tout effet indésirable qui survient pendant ou après une transfusion sanguine. Donc, ça peut être très bénin. Ça peut être juste une petite démangeaison, un petit mal de tête ou une petite fièvre ou des frissons qui apparaissent, mais ça peut aussi être très grave et voire même fatal. Alors, les réactions transfusionnelles, on rencontre ça chez 5 à 6 des receveurs de sang, ce qui peut sembler beaucoup, mais dans la grande majorité des cas, ça va être des réactions vraiment bénignes, mineures, sans conséquences graves pour le patient. Les réactions transfusionnelles, on peut les classer en différentes catégories. Premièrement, sur la base du moment de l'apparition. Alors, une réaction transfusionnelle aiguë, c'est quelque chose qui va apparaître dans les 24 heures pendant la transfusion ou dans les 24 heures qui suivent. Et une réaction retardée, ça va être quelque chose qui va apparaître dans les jours et les semaines qui suivent. Ensuite, on peut les classer selon leur origine immune ou non immune et finalement selon la nature infectieuse ou non infectieuse. La réaction transfusionnelle qui nous préoccupe le plus dans un laboratoire de banque de sang, c'est la réaction transfusionnelle hémolytique.
Il existe beaucoup d'autres réactions transfusionnelles qui peuvent être aussi et même plus graves que la réaction hémolytique, mais c'est vraiment au niveau de la réaction hémolytique qu'on a le plus de pouvoir, les technologistes médicaux, pour prévenir, je vous dirais, là, par nos tests pré-transfusionnels, ce type de réaction chez le receveur de produits sanguins. Alors, je vous rappelle qu'une hémolyse, c'est une destruction des globules rouges. Et il y a deux types d'hémolyse. Il y a l'hémolyse intravasculaire, ce qu'on appelle aussi l'hémolyse immédiate, et il y a l'hémolyse extravasculaire, ce qu'on appelle aussi l'hémolyse retardée. Alors, l'hémolyse intravasculaire, ça implique toujours l'activation de la voie classique du complément. Alors, on avait vu déjà là, pendant la session qu'il y a certains anticorps, certaines classes d'immunoglobulines qui ont la capacité de fixer et d'activer la voie classique du complément. Ça se trouve à être les IgG et les IgM. Et ce n'est pas toutes les IgG et les IgM qui peuvent le faire. Donc, il y a certains anticorps qui peuvent le faire et vous les avez d'indiquer dans votre tableau des caractéristiques des anticorps irréguliers. Alors, les anticorps irréguliers pouvant fixer le complément ont la capacité de faire de l'hémolyse intravasculaire immédiate, qui est une réaction généralement très rapide, assez sévère, qui libère de l'hémoglobine libre dans la voie sanguine du patient, qui se dégrade ensuite en bilirubine et qui va avoir des effets symptomatiques qui peuvent être très graves. Ensuite, l'hémolyse extravasculaire ou l'hémolyse retardée, ça va se faire lorsque l'anticorps irrégulier en question ne fixe pas le complément. Donc, le globule rouge sensibilisé va demeurer dans la circulation sanguine jusqu'à temps qu'il rencontre soit une cellule phagocyte dans les vaisseaux sanguins ou principalement dans la rate. Alors, cette hémolyse, on va l'appeler extravasculaire parce qu'elle se fait plutôt au niveau des tissus et elle va être moins fulgurante, donc moins rapide, les symptômes vont être moins drastiques. Par contre, ça peut nous jouer des tours parce que ce genre d'hémolyse peut se manifester quelques jours après la transfusion quand le patient est retourné chez lui. Alors, c'est pour cette raison que nous effectuons des tests de recherche d'anticorps irréguliers chez tous les receveurs de sang de manière à prévenir le plus possible des réactions transfusionnelles de type hémolytique. Maintenant, il existe une panoplie d'autres réactions transfusionnelles. Il y en a qui sont très complexes, il y en a qui sont très graves, il y en a d'autres qui sont très bénignes. Et vous allez avoir la chance d'étudier toutes ces réactions transfusionnelles dans votre cours d'immunohématologie 2 lors de votre session intensive.